fromage avec une spécialiste, Michèle Forman. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, Dania de l'Association canadienne pour la santé mentale nous proposera des solutions simples pour lutter contre l'épuisement professionnel. On va parler d'une belle collaboration entre l'organisme Le Réveil et le youtubeur franco-ontarien Appelez-moi Phil. Et tout de suite, pour commencer, on s'intéresse aux activités du temps des fêtes au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et avec moi pour en parler, José Brittany-Mallet, à qui j'ai toujours le plaisir de parler. On va commencer tout de suite, José, avec les contes. Il y a des contes qui se préparent au Musée des Beaux-Arts. Oui, bonjour, Claude Andrea. Effectivement, on propose pour la période des fêtes à nos visiteurs, petits et grands, vraiment une programmation magique et notamment des contes pour tous, sont issus de traditions autochtones, noires, chrétiennes et juives. Ça a débuté au début décembre. Par exemple, la première fin de semaine, c'était les contes sur le thème de l'Hanouka, qui est la fête des Lumières juives. Hier, c'était sur les contes de Noël. Et la fin de semaine prochaine, samedi et dimanche, donc le samedi, ce sera des contes de la fête africaine Kwanzaa. C'est un mot dérivé de l'expression swahili qui veut dire premier fruit et qui célèbre la famille, la communauté, la culture. Et ce sont les conteurs Abigail Ayob et Ken Campbell qui viendront donc raconter ces histoires fascinantes aux enfants et aux plus grands. Donc ça se fait dans le grand hall Banque Scotia de 14h15 à 15h15 en français. Et puis, le dimanche 19 décembre, le lendemain, ce sera l'aînée Annie Smith St. George de la communauté de la Première Nation algonquine qui va venir donc raconter des légendes du solstice d'hiver. Alors pour ceux peut-être qui se demandent ce que ça veut dire, solstice, c'est la nuit la plus longue de l'hiver, qui est généralement le 21 ou le 22 décembre. Je veux souligner aussi que c'est grâce à un commanditaire, un partenaire de longue date du musée que cette programmation est rendue possible. Donc, c'est Black and McDonald. Nous en sommes vraiment très, très reconnaissants. Puis, c'est des belles activités pour les jeunes. Oui, et pour les familles surtout. Et puis là, j'ai pu voir sur le site web pour les comptes, pour l'activité sur les différents comptes, c'est que c'est premier arrivé, premier servi. Comment ça fonctionne? À combien de temps avant la présentation je dois être sur place? Ah, écoutez, c'est vrai. Merci de le souligner, Claude Andrea. Effectivement, c'est premier arrivé, premier servi parce que on met en place évidemment tous les protocoles de distanciation physique. Oui. Pour assurer la bonne santé de nos visiteurs. Donc, je dirais un 15 minutes à l'avance, c'est suffisant, 15-20 minutes à l'avance. Et puis, les sièges il y a une distanciation qui est mise entre les sièges là, pour les bulles familiales, donc pour assurer la sécurité de tous. Alors, je dirais, c'est ça, peut-être une demi-heure à l'avance, c'est suffisant. Alors, est-ce que le billet de l'entrée au musée me permet d'avoir accès à cette activité-là, donc tes comptes? Oui, c'est compris avec le billet d'entrée au musée. Alors, on ne va pas essayer de vendre quelque chose que toi-même, tu n'as pas déjà expérimenté. Tu me disais hors honte que hier, tu as participé, je pense, hier ou avant-hier, à l'une des activités des contes là, avec ta famille. Oui, j'étais là avec ma nièce hier pour les contes de Noël et les enfants étaient captifs
activée. Les enfants étaient rivés aux lèvres des conteurs qui étaient très animés. C'est vraiment un beau spectacle et ce qui est formidable, c'est qu'on propose vraiment des contes de toutes les traditions, de diverses traditions culturelles. Donc, c'est très enrichissant pour les jeunes. Ça les expose à d'autres cultures. Et puis, tout ça dans un esprit des fêtes. Ça montre de quelle façon aussi chaque communauté culturelle célèbre à sa façon la période des fêtes. Donc, c'est vraiment une belle expérience à vivre en famille. Ça laisse des souvenirs impérissables. Puis après, les enfants sont invités, les conteurs invitent les enfants aussi à poser des questions. Alors, il y a des petites périodes de questions. C'est vraiment donc, ça interpelle les enfants, ça les fait participer. C'est vraiment, vraiment une très belle activité à vivre en famille. Et puis, avant même de prendre notre pause et de continuer, là, j'aimerais juste rappeler aux gens qu'à partir de maintenant, je pense depuis le 1er décembre, les jeunes à partir de 12 ans doivent aussi présenter leur passeport vaccinal avant d'avoir accès au musée. José, tu sais, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va continuer avec les belles activités que propose le Musée des Beaux-Arts du Canada. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités du temps des fêtes au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et toujours avec moi, José Brittany-Mallet pour en parler. Et cette fois-ci, José, on va parler des activités artistiques en famille. Et ça, j'aime beaucoup le concept. Oui, ce sont vraiment des belles activités. Alors, on propose des visites guidées à travers les salles de la collection nationale du musée en compagnie de l'un de nos experts guides. Et donc, le guide mène à travers les salles pour faire découvrir les différentes œuvres d'art, les jeunes et leurs parents ou les membres de leur famille ou leurs amis. Et puis, on y confectionne un mini personnage de neige, on peut faire aussi des cartes de vœux. Donc, la visite est d'une durée d'environ 30 minutes. Et puis, donc, les animateurs font faire des jeux aussi aux jeunes et aux moins jeunes dans les salles pour découvrir les œuvres d'art, mais aussi, on offre un mini-cours de dessin. Alors, chaque enfant reçoit une trousse d'activités qui comprend du matériel d'art qui est fourni par Dessert, donc crayons de couleur, papier, et puis même des images à colorier. Donc, c'est de 10h30 à 15h le samedi et le dimanche.
On s'inscrit dans le jardin de Fred et Elisabeth Fountain. Et puis, on peut aussi parcourir les salles avec la trousse grâce à un guide autoguidé, donc seul, en famille. Et puis, donc, ça se poursuit aussi pendant la période des fêtes du 22 au 24 décembre. On peut trouver les détails dans le site web à beauxarts.ca. Et puis aussi, en début janvier, même chose, l'activité est accessible à ce moment-là aussi. J'aime beaucoup l'activité parce que je me dis, si les parents ont envie de prendre une pause et de passer du bon temps au musée des Beaux-Arts, mais ça fait d'une pierre deux coups. Vous envoyez vos enfants au musée, ils participent à cette activité-là, vous prenez le temps de regarder tout ce que vous avez besoin de regarder et puis ensuite de ça, vous pouvez les récupérer. Chose qu'il faudrait mentionner, José, si je peux me permettre, c'est que vous prenez juste des groupes de 10. Donc, il faut vraiment venir peut-être à temps. Et puis, même si on n'est pas là, on est sur la liste pour le prochain groupe. Oui, en fait, je voulais te corriger, Claude Andrea, c'est que les enfants ne peuvent pas y participer seuls. Ils doivent être accompagnés d'un adulte, un parent ou un proche. Et puis, par ailleurs, c'est évidemment en raison de la pandémie, on limite la taille maximale des groupes de participants à 10 personnes. Donc, c'est vraiment strictement dans le cadre des mesures sanitaires là, pour protéger nos visiteurs. Mais c'est vraiment une belle expérience à vivre en famille parce que les parents ou les tantes, les oncles vont aussi, en participant à l'activité, apprendre beaucoup de choses avec leurs enfants de nos interprètes. Donc, c'est juste 30 minutes, là, comme tu as dit, c'est une belle activité en famille et ça passe très rapidement. Et je me dis aussi que, comme pour les contes, c'est inclus dans le billet d'entrée au musée. Oui, absolument. C'est tout compris dans l'entrée, avec le billet d'entrée. Alors là, maintenant, on va parler de Symphonie, qui est, je vais dire, c'est l'une des artistes qui était finaliste au prix Sobey, si je ne me trompe pas. Oui, tu te trompes, désolée de le dire. Symphonie, en fait, c'est une œuvre, on a effectivement l'exposition des prix Sobey pour les arts, mais ça, c'est autre chose. Okay. Symphonie, c'est une œuvre, c'est une sculpture textile qui fait partie de la série de projets contemporains du musée où on commande des œuvres d'artistes. Donc, c'est la première œuvre de Tao Lewis, qui est une artiste jamaïco-canadienne, à faire son entrée dans la collection nationale, mais aussi à être présentée au musée. C'est une œuvre assez prenante et qui amène de la joie. Elle est située dans la Rotonde et l'artiste l'a confectionnée pendant un an dans son studio à Brooklyn, à New York, pendant la pandémie. Et puis, ce qu'elle explique, vous allez voir, il y a une très belle vidéo d'elle qui parle de l'œuvre dans notre site web à beauxarts.ca et qui explique qu'elle avait besoin d'amener de la chaleur puis de la lumière dans son studio et elle aime beaucoup créer des œuvres en prenant le temps d'être en contact intime avec les matériaux, donc et puis aussi de rendre hommage en quelque sorte à ses ancêtres des Caraïbes qui créent des choses à partir de ce qu'ils avaient sous la main. Donc, elle revalorise beaucoup des textiles et qu'elle a recyclés, qu'elle a trouvés, et des objets, par exemple des coquillages qu'elle a trouvés sur le bord de la plage en Jamaïque lorsqu'elle était plus jeune. Donc, donc tout est fait à la main. Et puis, c'était vraiment pour elle un besoin de se sentir maternée, aimée, et puis de faire entrer la lumière et la chaleur dans son studio. Et c'est vraiment ce qu'on ressent quand on voit cette œuvre magistrale qui est faite de fleurs, qui s'élance vers la verrière de la Rotonde, et puis les couleurs dans les roses, et puis dans les roses saumon, et puis les beiges. C'est très lumineux et ça fait du bien au cœur. Et donc, c'est une symphonie de fleurs. Ça représente un personnage non genré qui peut se transformer en fleurs. Donc, c'est à l'affiche jusqu'au 2 janvier. Alors, si on n'a pas encore eu la chance de la voir, il faut la saisir. Ben oui, OK. Donc, il nous reste juste 3 semaines là pour pouvoir la voir. On va demander aux gens de se dépêcher. Là, José, je pense que tu as une suggestion de cadeau qui nous vient du musée que tu as envie de nous faire ce matin.
Oui, ben c'est un cadeau parfait pour ceux qui se demandent bon, qu'est-ce que je peux bien offrir. Alors, c'est une adhésion cadeau au musée. Donc, ça donne accès pendant 1 an à tout au musée. Wow. Donc, les expositions spéciales. C'est un accès illimité à la collection nationale. Les membres aussi peuvent participer à des avant-premières exclusives qui leur sont réservées. Et puis aussi, ça s'accompagne de différents rabais, par exemple à la boutique ou encore au café Happy Goat ou encore même pour le stationnement. Donc, c'est un très, très beau cadeau à offrir pour permettre à un proche ou un ami de s'immerger dans l'art et puis de se laisser inspirer, transporter. Et donc, on peut se le procurer en ligne à notre site web. Et puis, ça fait toujours des heureux. C'est toujours une excellente idée et qui est très bien reçue. Définitivement. Merci beaucoup, Josée, pour ces informations. Je te souhaite un excellent temps des fêtes et puis au plaisir de se parler en 2022. Pareillement, de très joyeuses fêtes à vous et tous vos téléspectateurs. Bye bye. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à toutes les activités dont je viens de parler avec Josée, c'est juste de visiter le www.beauxarts.ca pour avoir accès au temps, aux dates et tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir participer à ces activités-là. J'aimerais aussi, j'ai oublié de le mentionner avec Josée, que la preuve vaccinale est requise pour tous les visiteurs à partir de 12 ans. On va prendre maintenant une pause et juste après la pause, on va s'intéresser à la belle collaboration entre l'organisme Le Réveil et le youtubeur franco-ontarien Appelez-moi Phil. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau de pensées vagabondes, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Donner sa langue au chat, c'est, je vais dire, le beau projet que le youtubeur Appelez-moi Phil a monté en collaboration avec l'organisme Le Réveil. Mais avant de parler de cette belle collaboration-là qui fait jaser en ce moment, Phil, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Parce que toi, tu es youtubeur depuis bien des années. Et puis, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui t'a piqué à commencer à parler de la francophonie? Oui, bien, j'aimerais commencer en disant merci beaucoup de m'avoir invité à l'émission. C'est super cool, merci. Ben ouais, j'ai eu une assez longue aventure sur YouTube. Ça a commencé en 2011 quand j'ai créé ma première chaîne Appelez-moi Phil, un nom que j'utilise encore aujourd'hui en passant. Puis j'ai commencé YouTube en 2011. Puis dans ce temps-là, je faisais juste du contenu pour le fun. Dans le fond, c'était pas vraiment pour des raisons monétaires ou rien. C'était vraiment par pure passion, tu sais. Oui. Créer du contenu vidéo, ça a toujours été vraiment quelque chose que j'adorais. Même quand j'avais 8 ans, j'avais une petite caméra
GE que ma mère m'avait donné pour Noël. Puis je filmais littéralement tout avec. C'était littéralement mon compagnon de vie. C'était vraiment drôle à voir. Mais là, ouais, vraiment, mon contenu a évolué à travers les années. J'ai commencé à faire du contenu sur le Canada en général en 2016 environ. Puis vraiment, à partir de ce point-là, j'ai commencé à faire du contenu qui ressemble plus à ce que je fais aujourd'hui. Mais vraiment, le jour où j'ai commencé à faire des vidéos sur la francophonie, c'était en 2020, dans le fond, l'année passée, quand j'ai fait ma première vidéo dans ma série Découverte Franco, qui s'appelait Les Franco-Ontariens. Dans le fond, c'était une vidéo sur les Franco-Ontariens qui parlait de l'histoire, de la culture, le franglais, etc. Puis cette vidéo-là a vraiment explosé en Ontario français, dans le fond. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir dans le Canada français, vu que j'étais plutôt connu en France puis au Québec, mais pas vraiment en Ontario, même malgré le fait que j'habite à Ottawa, tu sais, j'étais pas vraiment connu ici. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait exploser, dans le fond, au Canada français. Puis après cette vidéo-là, je n'ai fait d'autres, comme une vidéo sur les Acadiens, ensuite une vidéo sur les Franco hors Québec en général, une sur les Franco aux États-Unis. C'est vraiment là que je me suis lancé dans un parcours vraiment de la francophonie sur YouTube. Et là, j'ai vu un peu les statistiques sur ta chaîne YouTube et puis je me rends compte que tu vas convenir avec moi que tout ce qui a trait à la francophonie au Canada entier, et puis même tu parlais tantôt de la France ou même des États-Unis, c'est quelque chose qui intéresse le monde en fait. Oui, puis j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, sur YouTube, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Premièrement, sur la francophonie elle-même, mais aussi du contenu créé par des créateurs franco-canadiens. On dirait que c'est un vide qu'il y a sur YouTube depuis longtemps. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs dans cette niche-là qui créent du contenu. Puis c'est quelque chose que je voulais remplir, moi, avec ma chaîne YouTube. Vu qu'on a, tu sais, à travers les années, on a eu beaucoup de monde, on a eu plusieurs personnes franco-canadiennes, surtout franco-ontariennes, qui ont créé du contenu sur YouTube, tu sais, mais on dirait qu'ils sont toutes parties. Tu sais, par exemple, il y a Garnement Inc., puis la série Moins T, puis il y a aussi, Monette et Burel aussi qui créaient du contenu, mais là, ces deux chaînes-là sont disparues. Ils ont pas disparu, leur contenu est encore là, heureusement, mais ils ont juste arrêté de créer. Fait que là, moi, je veux prendre la place dans le fond, puis je veux créer du contenu pour les Franco-Canadiens, justement. Puis pour les gens qui s'intéressent aux Franco-Canadiens aussi, ailleurs dans le monde. La collaboration avec Le Réveil est tombée pile poil parce que vous êtes dans la même vision, vous avez la même pensée par rapport à la francophonie, surtout en rapport avec la jeunesse. Puis je suis juste curieuse de savoir comment s'est fait le contact. OK. Premièrement, c'est William Burton, le fondateur du Réveil, qui m'a contacté il y a combien d'années? Oh my God, c'était comme en 2020, je pense. Puis il m'a dit que, tu sais, il avait vu mon contenu, il aimait beaucoup ce que je faisais, puis il espérait qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Puis, tu sais, c'est seulement quelques mois plus tard qu'on a vraiment comme fait une rencontre, puis on s'est dit, tu sais quoi, ça serait bien qu'on collabore pour de vrai cette fois-là. Puis dans le fond, William, il m'a proposé une job chez Les Réveils. Il aimait beaucoup le design que je faisais, vu que moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai étudié en design graphique à la Cité. Donc, je m'enligne pour être non seulement un créateur de contenu, mais aussi un graphiste. Fait qu'il avait vu mon graphisme, il aimait beaucoup ce que je faisais, fait qu'il m'a proposé une job en tant qu'agent de l'art numérique chez Les Réveils. Mais là, en même temps que de ce pitch-là de job, moi, j'y ai fait un pitch pour une docu-série dont j'avais eu l'idée, dans le fond. C'était pas encore formé du tout, mais je venais d'avoir l'idée avec quelques mois. Fait que j'ai proposé à William, j'ai dit, William, ça me tente de créer une docu-série sur les combats des Franco-Canadiens en situation minoritaire. Qu'est-ce que tu en penses? Puis là, lui, il était très intéressé par l'idée, tu sais. Puis il a tout de suite accepté, il a dit, tu sais quoi, ça pourrait créer une super belle collaboration. Oui. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là, en mai-juin de cette année 2021, que tout a commencé, dans le fond, pour nous autres. Notre relation s'est alignée pour devenir un gros partenariat. Comme qu'on a aujourd'hui, dans le fond, ça a vraiment grandi pour devenir quelque chose de beaucoup plus gros à travers les mois.
Oui, définitivement, parce que j'ai vu même pour le lancement, je pense il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, le lancement, il y avait quand même des médias qui étaient présents. Il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés à savoir, mais qu'est-ce qui se prépare du côté du réveil? Parce qu'on sait toujours que quand le réveil fait sortir quelque chose, là, c'est quelque chose de qualité, quelque chose qui a une vision. Et puis, en même temps, j'aime beaucoup le concept personnellement. Pourquoi? C'est par rapport au côté jeunesse. Parce que je me dis, oui, on parle des Franco-Ontariens, de leur combat et tout. On a de grands livres, il y a de grands écrits là-dessus, mais comment rejoindre la population qui est jeune et qui est censée être la relève? Donc, il faut vraiment le dire, cette histoire-là, dans les mots qu'ils peuvent comprendre. Et ça, vous le faites très bien. Merci beaucoup, ouais. Puis, tu sais, je me suis dit, tout au long de la création de ce documentaire-là, je voulais vraiment... Tu sais, pour moi, la jeunesse a une importance dans la francophonie. Définitivement. Tu sais, je vois ça, puis le réveil voit ça. Puis on voulait vraiment que ce documentaire-là, puisse intéresser la jeunesse, vu que vraiment, un de mes plus gros buts avec ça, c'est dans le fond, donner un message à la jeunesse pour leur dire qu'un jour, ça va être à leur tour de prendre le flambeau puis de continuer la bataille. Ouais. Puis je voulais vraiment qu'ils soient au courant avec cette docu-série-là, comment faire pour porter le flambeau, dans le fond. Fait qu'on veut vraiment outiller les jeunes avec cette docu-série-là, mais on veut aussi... Dans le fond, on rend notre histoire le fun pour eux autres. Justement, en rendant ce documentaire-là, on voulait rendre ce documentaire-là digestible, en mots plus simples, digestible pour les jeunes. On veut rendre ça facile à comprendre pour les jeunes, puis aussi attrayant pour les jeunes aussi. T'sais, on veut pas juste parler de vieilles luttes qui sont passées dans le temps, on veut aussi parler du présent. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire dans les derniers chapitres. Vraiment, on va parler de... C'est quoi, à quoi ressemble notre francophonie aujourd'hui, puis c'est quoi l'avenir de la francophonie. Fait que c'est vraiment quelque chose dans laquelle les jeunes vont avoir un grand rôle, puis j'ai très hâte de faire ça. Vraiment. Alors, Phil, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du premier épisode de cette longue série-là qui est apparue le 11 décembre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Donner sa langue au chat, c'est le beau projet qui a été mis en place en collaboration... durant une collaboration entre Le Réveil et Appelez-moi Phil, qui est le YouTuber avec qui je parle en ce moment. Bien, on va t'appeler Phil, tout simplement, parce que là, on n'est pas sur YouTube. Ouais. On parlait tantôt de comment vous avez planifié le tout. Et puis là, maintenant, c'est enfin officiel. Le premier épisode a paru le 11 décembre. Et puis, ça parle exclusivement des combats des francophones et ça part de loin. Oui. Puis vraiment, avec ce chapitre-là, on va vraiment briser la glace sur, dans le fond, notre existence en tant que Franco-Canadien hors Québec, en situation minoritaire. Ouais. On a vraiment comme mis le pacte sur l'histoire. Puis on a commencé au 17e siècle avec la déportation des Acadiens. Puis on a traversé, on s'est rendu jusqu'à aujourd'hui, puis on a traversé sur le chemin des combats comme le Règlement 17,
la pendaison de Louis Riel, SOS Montfort, les coupures de Doug Ford, même les coupures qui ont eu lieu dans l'Ouest, par exemple au campus Saint-Jean d'Alberta. Puis on parle aussi même du long combat qui a eu lieu pour les écoles francophones adéquates en Colombie-Britannique. Fait qu'on fait vraiment non seulement un tour de l'histoire, mais on fait aussi un tour du Canada en entier avec ce premier chapitre-là. Puis c'est quelque chose de vraiment complet sur notre histoire qui traverse les siècles. Puis franchement, c'est vraiment une grosse pièce d'histoire dans une seule vidéo de 36 minutes. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui brise la glace sur notre existence en tant que franco-canadien. Et puis, c'est tellement bien fait, comme tu viens de le mentionner, là, parce que j'allais venir à ce point-là. En 36 minutes, là, vous avez réussi à mettre du bon contenu et du bon visuel là-dedans. Ça donne envie de regarder parce que c'est un peu comme un documentaire qui nous est expliqué. Je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est bien monté. Merci beaucoup. Ça n'aurait franchement pas été possible sans toute la belle équipe qu'on a construite. Ouais. Premièrement, il y a l'équipe du Réveil qui a travaillé super fort avec moi pour créer ça. Mais il y a aussi plein d'autres éléments. On a eu une équipe de tournage. On a eu une équipe, une équipe de coordination pour les invités. On a eu un comité consultatif national qui a participé. Oui. Le comité, là, juste pour montrer le sérieux, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est un beau projet qui va aller loin parce que vous avez passé au peigne fin toutes les informations qui se trouvent dans cette docu-série-là. Et ça, c'est important de le mentionner. Oui, vraiment, on voulait s'assurer que tout ce qu'on dit soit vrai, on voulait que ça soit factuel. Fait qu'on est allé un pas d'extra, puis on est allé se trouver un comité consultatif composé de personnes de toutes, de partout au Canada, dans le fond, des gens de toutes les provinces, qu'il y a dans plusieurs domaines différents. Puis ces gens-là nous ont vraiment aidés à assurer que la véritacité de nos impôts soit complète, puis 100% factuelle, dans le fond. Puis, ils ont eu un assez grand rôle. Puis il y a aussi une belle équipe artistique, dont Félix Saint-Denis, Félix Saint-Denis qui faisait partie du comité consultatif. Mais on a aussi eu Brian Saint-Pierre à la composition de la trame sonore du documentaire. Super belle trame, j'en suis une de mes parties préférées du documentaire, franchement. On a aussi eu, le R premier qui a créé un slam juste pour ce documentaire-là. Wow. À la fin du documentaire, il y a un super de beau slam qui a écrit sur nos combats. C'est super beau. Mais vraiment, on a eu une grande équipe composée de plein de gens super créatifs. Puis on a aussi eu une super de belle variété de 12 invités franco-canadiens partout au pays qui œuvrent dans plein de différents domaines. C'est ça. Les arts, la politique. Plein de différents domaines, l'éducation, la comédie, l'humour, on a plein de gens incroyables. Puis vraiment, je suis fier de la variété qu'on a eue pour ce premier chapitre. Vous pouvez être vraiment fier. Merci beaucoup. Ouais, ça a été un gros travail. Ben oui. Mais tout le monde est fier. Tout le monde est fier de cette belle création-là, de cette belle production qui a pris presque 8 mois même pour créer. Vraiment, c'est quelque chose dont je suis fier et dont toute l'équipe est fière. Définitivement, vous pouvez être fier de vous, comme je l'ai dit tantôt, parce que j'allais en venir à ce point-là que tu as mentionné, le fait qu'il y ait plusieurs personnes sorties de différents domaines politiques, artistiques, éducation et tout ça, et ça permet au moins aux jeunes à qui vous vous adressez de pouvoir se reconnaître. Comme notre jeunesse à nous, là, on sait que, par exemple, Mme Simard, c'est quelqu'un qui a pris position pour les Franco-Ontariens à une certaine période, mais de l'entendre parler des combats qui se passent actuellement, je pense que ça a tout son sens. C'est-à-dire que vous essayez de faire de l'histoire en même temps, mais on fait de l'histoire, mais on reste dans le moment présent, là, pour se rappeler qu'il y a un combat qui se passe en ce moment. Et ça, c'est très bien fait, ça. Merci beaucoup. Ben ouais, vraiment, c'est ça. On voulait vraiment avoir une grande variété de gens, puisqu'on sait que notre francophonie est diverse. Oui. Puis on voulait vraiment bien représenter ça. Puis on voulait aussi, amener l'élément de l'âge. On voulait vraiment amener des gens de tous les âges. On a des gens super, ils ont plein d'expériences dans le domaine. Comme Michel Lecourville qui a servi pendant tellement longtemps avec l'hôpital Montfort, au conseil d'administration de l'hôpital Montfort. Mais on a aussi des gens jeunes de notre génération. On a
Parmi nos personnalités, on a des gens comme Jacobus du groupe Radio, Steph Paquette, Amanda Simard, Vincent Poirier d'Improtéine, le R premier, parmi d'autres. On a aussi, on a des jeunes. On a par exemple une jeune franco-ontarienne, Marie-Pierre Héroux, qui, elle a étudié à l'Université Laurentienne, mais à cause des coupures qui ont eu lieu, sa vie a été absolument bouleversée. Wow. Puis ça l'a vraiment affecté sa vie négativement, puis elle est devenue vraiment émotive pendant l'entrevue. Puis ça, c'est un moment qui est vraiment venu me toucher pendant la production de ce chapitre 1. Ça a été cette entrevue-là qu'on a eue. Puis, fait que vraiment, on a une super de belle variété dans tous les sens avec les invités qu'on a eus dans ce premier chapitre. Puis on voulait vraiment, c'était vraiment important pour nous d'avoir une grande diversité dans nos invités. Je vois que cette docu-série sera sur 2 ans. Elle va se présenter sur 2 années. Donc, le prochain épisode, il parlera de quoi? Ou bien même les 3 autres, si on peut se permettre de mentionner les titres. Mais le deuxième chapitre, ça va plutôt se concentrer. Chaque chapitre va avoir un élément différent. Ouais. Ce premier chapitre-là, c'était sur nos combats, notre histoire. Mais le prochain, dans le fond, on va parler des relations. Un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est les relations, non seulement entre les francophones et les anglophones du Canada, mais aussi les relations entre les francophones en situation minoritaire et les Québécois. C'est un élément dont on ne parle pas vraiment souvent, puis qu'on a peut-être peur de parler. C'est l'importance d'une forte relation entre les différentes communautés francophones du Canada, incluant le Québec. Puis on va parler en général dans ce chapitre 2-là des conflits, des causes, des inégalités entre anglophones et francophones. Et surtout, une autre dimension dont on ne parle pas très souvent, comme je l'ai dit, les relations entre les Franco-Canadiens en situation minoritaire et les Québécois. Donc on va vraiment parler des relations entre ces trois groupes-là, puis l'importance de s'entendre, dans le fond, au Canada, entre groupes linguistiques. Vous avez fait un excellent travail, Phil. On va inviter les gens à continuer de vous soutenir et puis à regarder le premier épisode. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Et si vous avez peut-être besoin d'en parler du deuxième épisode, mais nous, on sera là pour vous recevoir. Je te souhaite un excellent temps des fêtes. Bye-bye. Je l'apprécie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait très plaisir. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour continuer à suivre de très près ce beau projet-là, Donner sa langue au chat, vous pouvez visiter le site web, le www.lereveil.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de l'épuisement professionnel. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous vivez de l'épuisement professionnel, c'est le moment de prendre des notes parce que Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale va partager des solutions simples avec nous pour pouvoir contrer l'épuisement professionnel. Et Dania, tout de suite pour commencer, j'ai envie que tu nous définisses, toi, l'épuisement professionnel.
Bonjour. L'épuisement professionnel, qu'on appelle aussi burn-out, c'est vraiment en tout cas selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un groupe de signes et symptômes qui peuvent être expliqués par la présence d'un stress chronique qui est relié au travail. Puis, il y a 3 dimensions, ça, qui caractérisent un épuisement professionnel. Okay. Il y a premièrement un sentiment d'épuisement ou de fatigue. Une fatigue avec un grand F, là, où on est carrément mentalement drainé. Comme deuxième dimension aussi, il y a un sentiment d'avoir pris une distance mentale ou un recul qui fait que ce qui nous apportait du plaisir dans notre travail n'est plus à la même hauteur qu'auparavant. Donc, on pourrait ressentir du négativisme, de l'indifférence ou même un cynisme, comme une espèce de détachement par rapport à son travail. Puis, la 3e dimension aussi, c'est une diminution du rendement professionnel, de l'efficacité dans notre travail. On est présent physiquement, mais on ne produit pas au même niveau qu'on faisait auparavant. Alors, rendu à cette période de l'année, là, tu conviens avec moi que, veut pas, à cause du changement de climat, à cause du changement d'heure et tout ça, on ressent aussi de l'épuisement. Donc, est-ce que ça peut être aussi un facteur d'épuisement professionnel, comme le changement de climat et tout ça? Oui, le changement de climat peut contribuer, les rôles qu'on a à l'extérieur du travail aussi, qui s'accumulent, parce que c'est pas parce qu'on a terminé de travailler ou notre temps de travail que les effets du stress s'estompent. Donc, quand on accumule plusieurs catégories de stress, ça n'aide pas. Puis, il faut se poser des questions aussi pour savoir si on est en présence de facteurs. Premièrement, se poser comme question, comment on se sent par rapport au travail dans les derniers mois? Est-ce qu'on est mécontent? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on parvient à décrocher? Puis aussi, est-ce qu'on est un petit peu plus critique face aux décisions que soit la gestion ou bien que l'équipe ou son département a prises dans les derniers temps? Aussi, est-ce qu'il y a des signes qui pourraient nous indiquer que peut-être que j'en fais un petit peu trop? Donc, on parle d'irritabilité, du manque de plaisir, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Puis, si on se sent aussi presque toujours fatigué, ou est-ce que notre état d'être normal, de base, est affecté? Donc, de l'insomnie, notre appétit est affecté, des migraines un petit peu plus fréquentes, on est un petit peu plus grippé que d'habitude. Ce genre de facteurs-là n'aident pas. Puis aussi, si les gens autour de nous remarquent que notre comportement ou nos pensées ont changé, sont devenus peut-être un petit peu plus moins professionnels que d'habitude, ou on a peut-être des attaques d'anxiété ou de panique, ou même est-ce qu'on est en train d'envisager un arrêt de travail. Wow. Et l'arrêt de travail, c'est un drapeau rouge à ne pas négliger. Et si on contemple, il faut faire attention de ne pas stigmatiser cette option-là parce que ça peut être la solution qui nous forcera à prendre le répit et le repos qu'on a besoin. Puis les professionnels ou le personnel de nos bureaux de ressources humaines sont experts en cette matière-là et ils peuvent nous aider aussi à explorer les différents services auxquels on a accès à l'intérieur de notre travail pour mitiger ceci. J'ai une question c'est important de... Oui. J'ai une question pour toi, Dania, parce que j'ai l'impression que, vu tout ce que tu es en train de nous donner comme cause, j'ai l'impression qu'il faut un long parcours pour arriver à l'épuisement professionnel. Comme il y a plusieurs petits signaux qu'on peut commencer à observer avant d'en arriver là. Oui, bien, justement, est-ce qu'on est affecté au niveau physique et mental, mais aussi, est-ce qu'on a la perception de manquer de contrôle dans les tâches qu'on fait et les tâches qu'on doit faire? Ça, c'est un autre signe, une autre cause possible. Est-ce que les attentes sont confondantes, portent à confusion? Est-ce qu'elles sont claires? Ou si le travail qu'on fait
affectent négativement nos valeurs personnelles. Donc, si les valeurs organisationnelles et nos valeurs personnelles s'entrechoquent, il y a une incompatibilité, bien là, ça peut aussi aggraver la situation. Puis, évidemment, si le climat du travail est dysfonctionnel au point où, supposons par exemple, le travail qu'on fait demande un haut niveau d'énergie, d'intensité, de concentration, bien une surcharge élevée, mais de façon continue, sans répit, sans ressources pour offrir du répit. Okay. Quand la culture du travail est comme ça peut vraiment aggraver la situation. Puis, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que dans un sondage que l'Association canadienne pour la santé mentale a mené au cours de la pandémie, les gens qui ont répondu, les employés, ont déclaré que seulement 36% discuteraient de leur situation auprès de la superviseur immédiat. Puis aussi, seulement 15% des employés ont déclaré avoir un employeur qui les soutient. Donc ça, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a 85%. Oui, c'est beaucoup. Mais en même temps, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui... Parce que j'ai l'impression que soit les entreprises n'ont pas le soutien dont ils ont besoin pour accompagner les employés, ou bien d'une autre part, c'est que les employés n'arrivent pas vraiment à connecter avec leur organisme. Alors là, on va continuer de partager les informations que Dania... je vais continuer, de partager les informations que Dania a données. Si vous voulez avoir plus d'informations, là, c'est vraiment d'aller sur le site web www.ottawacmha.ca et puis vous allez avoir tous les outils dont vous avez besoin pour pouvoir contrer l'épuisement professionnel. On va prendre une pause et juste après, on continue avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ton majeur monte leur landau, qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre la tête, les disjonctés. Mes lunettes noires vous importunent, des inquiétudes, je n'en ai aucune, j'ai disjoncté. J'aime bien mon ignorance de disjoncter. De toute façon, la vie est courte, faut disjoncter. Anticiper les conséquences de disjoncter. Je vois très bien le mouvement des disjonctés. Vive allure sur l'autoroute, c'est à disjoncter. Sans même savoir ce qu'il en est de disjoncter. Je fonce tout droit vers une impasse en disjoncté. Je suis pas le seul, la race humaine à disjoncter. Disjoncter. Vas-y, essaie, tout le monde le fait, disjoncter. Instagram, ce que l'on porte, soit on se pique ou on picole, c'est conformiste. Ça fume des grammes derrière les portes, arrête ton drame, parler de la sorte, t'es conformiste. Ça dit être contre la société sans pas les burnes si on les juge non conformistes. Pourtant ça suit comme des moutons, tu vois lesquels, ceux de panurge en conformiste. Professionnel avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et avant la pause, on parlait des causes et de tout ce qui pourrait entraîner une personne à ressentir de l'épuisement professionnel. Et là, maintenant, on va parler des conséquences, Dania, et il y a des conséquences à 2 niveaux. Oui. Alors, il y a des conséquences au niveau personnel. Donc, étant donné qu'une culture de travail exigeante qui ne laisse pas de place à du répit, va affecter l'état d'être de l'employé. Ces gens-là peuvent être... ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien direct avec les problèmes de santé mentale et de santé physique en milieu de travail. Donc, ces gens-là pourraient être plus propices à vivre de la dépression, de l'anxiété ou d'autres problèmes physiques, incluant l'isolement ou la solitude, parce que souvent, comme je mentionnais tantôt, les gens n'ont pas l'automatisme
de se retourner vers leur supérieur immédiat ou bien leurs collègues dans les ressources humaines pour trouver des solutions à leur situation. Puis, aussi, ce qu'on pourrait voir, c'est une hausse de degré d'agressivité, soit verbale ou non verbale, de l'incivilité ou même une augmentation de dépendance, l'apparition de dépendance à l'utilisation de substances, parce que certaines personnes vont avoir recours à ça pour atténuer les sentiments indésirables qu'ils vivent. Donc, on encourage les gens vraiment à consulter leurs professionnels de la santé, soit médecins de famille, infirmiers ou infirmières praticiennes ou des gens, des experts en santé mentale, pour vraiment trouver des solutions à leur situation. Et puis là, maintenant, avant la pause, quand tu parles de trouver une aide, là, ça peut se faire dans notre lieu de travail. Quelle est la bonne approche, selon toi, pour un employé de dire à son employeur je suis épuisé, tout simplement, et puis expliquer vraiment sa situation sans avoir honte? Sans avoir honte. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est la honte qui met la barrière entre le fait d'exprimer ce qu'on vit à notre employeur. Écoute, tu as tout à fait raison, Claude Andrea. La honte, la peur aussi d'être jugé négativement, d'émettre une image de faiblesse quelconque, tout ça, c'est du stigma. Hein? Et quand le climat du travail ne normalise pas le mal-être autant que le bien-être, bien là, les gens peuvent se sentir très, très, très inconfortables au point à ne pas aller chercher de l'aide. Donc, pour répondre à ta question, ce que les gens peuvent faire, puis là, évidemment, chaque situation est unique, mais c'est tout simplement de dire dans une conversation privée et confidentielle avec son supérieur immédiat, écoute, je ne me sens pas bien, d'inventorier quelques signes pour lesquels la personne que la personne vit et qui ne semble pas être normale. Une autre chose, et en fait, avant tout, en premier, il faudrait aller consulter son médecin. Oui. Son infirmier professionnel, excuse-moi, parce que eux autres ont l'expérience et les compétences pour vraiment déterminer, confirmer un diagnostic quelconque et ou le besoin d'aller chercher des ressources, surtout auprès des conseillers en santé mentale, pour vraiment faire un bon nettoyage, un bon examen de la source des facteurs de stress et pour finalement en venir à travailler un plan de résolution de problèmes en ce temps-ci. Aussi, ce que l'employeur pourrait faire, parce que ça ne vient pas juste à l'employé de chercher des solutions, c'est d'offrir des ateliers ou des ressources et des services sur la problématique comme telle, de sorte qu'il ne faut pas attendre que les gens se rendent à un arrêt de travail. Il ne faut pas attendre que les gens vivent tellement d'épuisement que le climat même puis l'harmonie du travail soit affectée. Puis j'en profite pour dire que l'Association canadienne pour la santé mentale offre des ateliers aux employeurs sur la santé mentale en milieu de travail, qui touchent sur des sujets comme la dépression, le télétravail, la pleine conscience, le stress, l'anxiété, et même aussi sur l'utilisation des substances et comment est-ce que ça pourrait affecter le milieu de travail pour aider les employés à recadrer leur pensée, puis à vraiment freiner l'apparition de nouveaux problèmes de santé qui pourraient s'aggraver avec le temps, en fait, si on n'en prend pas soin. Et le stress, ça s'apprivoise. Donc ça, ce sont des outils qui peuvent aider. Alors, Dania, il va nous rester quelque chose comme 2 minutes. On aimerait profiter aussi de tes solutions simples que on pourrait, monsieur, madame, tout le monde pourrait utiliser pour se sentir mieux. Oui. Alors, la première chose à se rappeler, c'est que, puis ça va sembler cliché un peu, mais c'est tellement vrai qu'il faut que je le répète. L'auto-soin, ça a toute son importance pour rester en santé et prévenir ou retarder les maladies qui n'étaient pas là auparavant. Donc, puis pourquoi c'est important? Parce que ça nous donne la capacité d'être résilient, de faire face aux problématiques. Donc,
comme solution simple, vaquer à des activités sociales, à des activités physiques, des activités mentales. Et vraiment, puis là, j'ai pas besoin de vous faire une liste, vous les savez tous, mais l'important là-dedans, c'est de ne pas attendre que sa motivation soit à la bonne hauteur. Okay? C'est juste accepter ça, rentrer 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes dans votre horaire du temps et le faire régulièrement, puis après, la motivation va venir. Parce qu'il va on va remplir nos réserves d'énergie vitale et ce qui va nous faciliter à la tâche pour contrer les facteurs de stress qui sont présents dans nos vies. Donc, ça peut être de la marche, ça peut être peut-être même d'écouter de la musique, juste prendre 15 minutes de pause. Écouter de la musique, oui, exactement. Connecter avec des collègues, des membres de la famille en qui on a confiance, faire des mots croisés, faire de la lecture, apprendre une nouvelle habileté, prendre aussi un petit recul avec les réseaux sociaux aussi. Si ce n'est qu'une demi-journée ou une soirée complète, on met ça de côté et on va se ressourcer. Merci beaucoup, Dania, pour tes informations. Je te souhaite un excellent temps des fêtes et puis on se voit en 2022. Au revoir. Merci. Merci à toi aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations, www.ottawa.cmha.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir que l'ancienne prison de l'Orignal, la plus ancienne prison de l'Ontario, ainsi que Caledonia Springs, la ville fantôme qui était autrefois la plus importante station thermale du Canada. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, Anna t'en parle pour la première de la saison. Je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, on cuisine le bibimbap. On parle de Corée du Sud avec mon invité, Philippe Sabourin. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai voulu faire un retour sur ce qui s'est passé à l'émission aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à visiter le www.beauxarts.ca parce qu'aujourd'hui à l'émission, on parlait avec José Brittany de toutes les activités qui se passent durant le temps des fêtes. Il y a beaucoup de belles choses qui vont se passer du côté du Musée des Beaux-Arts. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, www.beauxarts.ca. J'ai aussi discuté avec le youtubeur franco-ontarien Phil Rivière, mais sur YouTube, il s'appelle Appelez-moi Phil. Et il a une belle collaboration avec l'organisme Le Réveil. Et puis, la belle programmation, là, vous pourrez avoir toutes les informations là-dessus en visitant le www.leréveil.ca. Je suis sûre que ça va vous intéresser. Et dernièrement, avant la pause, je parlais avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. On parlait de l'épuisement professionnel. Et si vous voulez avoir plus d'informations et surtout sur les outils à avoir, ça sera au www.ottawacmha.ca. Vous allez dans l'onglet formation et après l'onglet formation, vous recherchez la santé mentale au travail pour avoir plus de ressources pour vous accompagner. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, j'aurai la chance de parler avec la chanteuse amérindienne Anak Need et plein d'autres invités. On se voit demain à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law.